Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir, bienvenue dans Précédemment, l'émission d'interview de radioverse.fr. Et ce soir, je reçois Guillaume Fard, auteur de Fix Story aux éditions du Rocher. Bonsoir Guillaume Fard, vous êtes professeur à Sciences Po et vous êtes journaliste à BFM TV. Consultant pour la chaîne, en réalité. Pas journaliste, mais consultant, oui. Alors c'était ma première question, oui. Est-ce que vous vous considériez comme journaliste ou autre chose ? Je suis très affirmatif parce que j'ai pas de carte de presse, je suis pas journaliste. En revanche, je travaille une partie de mon temps au sein d'une rédaction, vous l'avez cité, celle de BFM TV, mais mon rôle est vraiment celle d'un consultant, c'est-à-dire qu'on me demande une expertise sur un domaine précis, ce sont les questions de police et justice, mais je ne fais pas ce que font les journalistes, c'est-à-dire je suis pas là pour rechercher de l'information, la recouper, la fiabiliser, la diffuser. Ça c'est pas mon rôle, ce qui est proprement le métier de journaliste. Moi, mon rôle, c'est de la décrypter, de la commenter, de l'analyser. C'est autre chose. Si je devais me rapprocher du métier de journaliste, je serais plus proche des éditorialistes, ce qui est une petite niche. Mais le cœur du métier de journaliste, qui est vraiment de trouver l'information, de la fiabiliser, de la diffuser, ça, c'est pas mon métier. Ok, d'accord. Et comment vous êtes arrivé à BFM TV ? Par l'expertise académique. En fait, j'enseigne à Sciences Po depuis près de 15 ans, pas tout à fait, ça fait 13 ans pour être précis, les questions de sécurité. Et puis, en 2015, la France a été touchée par des attentats, ceux de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, les 7, 8, 9 janvier 2015, puis ceux du 13 novembre 2015. Et à ce moment-là, les chaînes d'information en continu de l'époque, c'est-à-dire BFM TV, iTélé, l'ancêtre de CNews, et puis LCI, qui est la première des chaînes info sur un plan chronologique, puisqu'elle est créée en 1994, commence à couvrir la question du terrorisme comme étant presque un thème de mono-actualité. Et donc, inévitablement, ils ont besoin d'universitaires, d'experts qui connaissent ces questions de façon assez récurrente, voire permanente. Et en 2016, donc un an après, je suis contacté via Sciences Po par LCI, qui recherchait à une heure de faible écoute quelqu'un pour commenter l'attentat du marché de Noël de Berlin. Donc on est en décembre 2016, ça remonte un petit peu, ça fait 8 ans révolus maintenant. Et donc je fais pas ma première télé, mais ma première intervention sur une chaîne info en plateau. À la suite de quoi c'est CNews qui est donc la nouvelle formule d'ITélé, qui est encore à cette époque sur une ligne éditoriale très généraliste, pas grand chose à voir avec le CNews d'aujourd'hui, qui est plutôt une chaîne d'opinion. Mais à l'époque, on est vraiment sur une chaîne d'information. Me contacte, puis BFM TV me contacte. Et donc je commence comme ça à décrypter, commenter les questions de terrorisme à chaque fois qu'il y a un attentat. Et en 2017, il y en a encore hélas beaucoup qui touchent la France. Et puis ensuite, des questions de terrorisme aux questions de sécurité en général, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi. Ça restait mon champ d'expertise académique. Et sont arrivées en 2018 les manifestations de Gilets jaunes. Et là, autre mono-actualité, il a fallu cette fois-ci des personnes non pas pour commenter les faits de terrorisme, mais plutôt pour parler de maintien de l'ordre, qui est une autre composante des politiques publiques de sécurité. Et à ce moment-là, Hervé Bérou, qui était à l'époque le directeur général de BFM TV, qui maintenant travaille pour RTL, m'avait dit, mais à l'époque on se voyait encore, il m'avait dit, mais écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez être un des consultants pour la chaîne. Et donc il y a 6 ans maintenant, un peu plus, 6 ans et demi. C'est parti comme ça. Au début, vous faites quelques heures, puis beaucoup d'heures, puis après vous arrivez à venir toutes les semaines, puis parfois quasiment tous les jours. Et puis c'est une rédaction qui est très attachante et je m'y suis fait des amis. Et donc oui, j'ai un lien très fort maintenant avec BFM TV. Donc là, vous avez dit mono-actualité. Donc est-ce que c'est cette mono-actualité qui a induit l'embauche de consultants, entre guillemets ? Oui, et pas que pour les questions de terrorisme ou de maintien de l'ordre. Vous pouvez prendre le cas de la crise sanitaire de la Covid-19. Il a fallu des médecins consultants
parce qu'on était en mono-actualité santé. Vous pouvez prendre l'exemple des débuts de la guerre en Ukraine. C'était un peu l'unique actualité, tellement c'était fort. Enfin, c'était la première fois depuis bien longtemps qu'un pays envahissait un autre sur le sol européen. Il fallait des militaires consultants. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a une actualité qui prend le dessus, il faut parfois plus de consultants que d'habitude. Il y avait évidemment un consultant santé à BFM TV, il y avait évidemment un consultant défense, mais une seule personne ne pouvait pas couvrir tous les besoins. Et donc c'est comme ça que moi je suis devenu consultant police-justice, et puis on est plusieurs à être consultant police-justice pour la chaîne. Et donc je vais toutes les semaines à la rédaction de BFM TV, parfois plusieurs fois par semaine, même souvent. Mais alors du coup, quand vous êtes consultant, vous préparez l'émission avant avec les journalistes ou c'est du freestyle? C'est très variable. C'est très variable. Alors le préavis de préparation est toujours très court, parce que BFM TV est une chaîne de télé qu'on dit de hard news, c'est-à-dire d'actu chaude. Donc on est constamment dans l'événement, presque dans l'instantanéité. Et donc ça veut dire que vous avez parfois quelques minutes, quelques heures dans le meilleur des cas pour travailler un sujet. Donc ça oblige tous les jours à faire comme le pianiste fait ses gammes, vous devez suivre l'actualité de votre domaine. Donc moi, tous les matins, sans exception, je commence la journée par lire l'actualité sécurité, police-justice, et puis tout au long de la journée, s'il y a des faits nouveaux, mais évidemment je me documente et je consolide ainsi mon analyse. Et donc après, les sollicitations, ça peut être 3 heures avant, 4 heures avant, 1 heure avant, c'est très variable, il faut se tenir prêt, pas être trop loin de la rédaction. Bon, j'ai la chance de pas habiter trop loin. Et puis il y a des jours où on est plus particulièrement mobilisable. Moi, dans mon cas, c'est du dimanche au mercredi. Voilà. Alors c'est fou, ça veut dire en gros que c'est un travail de tous les jours, qu'il faut toujours être sur le qui-vive et qu'il faut toujours on se rend pas compte du travail que c'est. En fait, là, c'est comme pour le sport, c'est comme pour d'autres professions. Pour le cuisinier qui tous les jours va cuisiner, le sportif qui tous les jours va aller à l'entraînement. C'est la régularité qui facilite en fait la tâche. C'est parce que vous allez faire tous les jours la même chose que vous allez créer des automatismes, créer des réflexes, mais c'est comme pour toute activité de la vie, Et quand vous avez, alors je sais pas si dans mon cas c'est en centaines ou en milliers, je pense que j'ai dû franchir le millier d'heures de direct à votre actif. Bon, en 6 ans et demi, je dois pas en être très loin, ou j'ai dû le passer, j'ai pas compté, mais vu le temps que j'y passe, je pense que je suis pas très loin. Évidemment, vous créez aussi des réflexes, des automatismes, et quand il y a des crises lourdes, encore récemment l'attentat qui a été commis à Mulhouse, par exemple, il y a le 22 février dernier, vous commencez à avoir des automatismes dans le commentaire, dans ce que vous allez dire, dans le narratif. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais non, je me définis pas comme journaliste, et ça peut être paradoxal parce que le fait d'avoir fait 2 saisons d'un podcast puis un livre que vous avez entre les mains, là, c'est du travail journalistique. Alors, pas au sens de trouver de l'information, recouper de l'information, diffuser de l'information. C'est pas un travail d'investigation que j'ai mené. Alors, on va passer au livre Flic Story, aux éditions du Rocher, alors qui est la transcription du podcast. Alors, moi, je ne connaissais pas le podcast. Je l'ai découvert via le livre. C'est vrai parce que c'est un sujet qui m'intéresse, la police et l'armée, la représentation de la police et de l'armée. On a fait pas mal d'émissions sur radioverse.fr sur ce sujet-là. Dans l'introduction, vous dites quelque chose qui m'a touché. Vous dites que Flic Story, c'est quelque chose d'intime. Et moi, je pense que justement, c'est intime, oui, la relation qu'on a avec la police. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis à la fois d'accord avec vous et d'accord avec moi-même, si j'ose dire. C'est que, bien sûr que tout un chacun a un rapport intime à la police. Ça peut être un rapport conflictuel d'ailleurs, c'est pas forcément un rapport d'amour, ça peut être un rapport de désamour. C'est plus rare que ce soit une relation d'indifférence, Souvent c'est une relation assez clivée, c'est-à-dire, soit il y a un rapport affectif fort, soit il y a une relation de rejet qui tienne à l'expérience de tout un chacun. Bon, dans mon cas, il y a un rapport intime positif, c'est-à-dire que, comme je l'écris,
J'ai pas de policiers, de gendarmes dans la famille. C'est pas mon milieu. J'en ai pas côtoyé particulièrement enfant, et pourtant c'est un monde qui m'a toujours attiré. Pas au point de devenir policier ou gendarme. Je fais autre chose. Je suis prof, vous l'avez dit. Mais ça m'a toujours intéressé, fasciné. Et donc, assez tôt voulant dire dès que j'ai commencé mes études supérieures, donc il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, j'ai créé des relations personnelles, amicales, intimes aussi, avec des policiers, des gendarmes. Et donc, le temps passant, certains sont devenus des gens proches, qui comptent pour moi, qui sont des repères aussi à l'échelle de ma vie. Et donc j'ai trouvé important à un moment donné de les faire parler. Donc de changer en fait de posture, parce que quand vous êtes commentateur, c'est à vous qu'on pose des questions. Bon là vous m'interviewez d'ailleurs, mais là c'était l'inverse. Je devais me taire le plus possible et laisser parler les autres. Et j'avais la conviction que ces grands flics, comme on dit familièrement, enfin même il y a un grand gendarme d'ailleurs dans les 10, Denis Favier, ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire au pays, ils ont des choses à dire aux citoyens, ils ont des choses à dire à la jeunesse. Et je trouvais que c'était important qu'ils puissent le dire, et que une fois que c'est gravé dans le marbre d'un podcast ou d'un livre, ça reste. Et ça leur survivra. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une très longue vie, mais ça restera, et on pourra s'y référer. Alors, on aura leur parole, ils auront donné leur part de témoignage, parce qu'ils ont pris leur part aussi pour la sécurité du pays. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire dans des circonstances qui n'étaient pas forcément évidentes. Et je partais aussi du constat qu'il y avait beaucoup d'émissions, de podcasts qui racontent des affaires. Mais il y en avait finalement aucune qui racontait des personnes. Et donc, plus qu'une collection d'affaires, moi je voulais faire une collection de portraits. C'est ça Flick Stories, c'est une collection de portraits. Et je trouvais intéressant à travers une personne, un homme ou une femme, de revisiter plusieurs affaires. Alors, c'est un peu l'ambition de ce podcast. Donc il y a eu une première saison qui a bien marché, puis donc il y en a eu une deuxième. Et ensuite les éditions du Rocher sont venues me trouver et m'ont demandé d'en faire un livre. Je ne pensais pas que les podcasts pouvaient être des objets littéraires, mais ils m'ont convaincu du contraire, et je leur en donne crédit aujourd'hui. Ils ont eu raison, honnêtement. Parce que sinon, moi, je serais passé à côté. Et il y a un truc qui m'a marqué dans le livre. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Donc j'ai pas écouté les podcasts, donc j'ai pas les voix dans la tête et des personnes interviewées. Mais à travers les mots, on sent la personnalité de chacun. Oui. On sent vraiment leur personnalité, et on n'a aucun mal à les voir évoluer en fait. Ouais. On a l'impression de les connaître. Est-ce que ça vous en avez conscience, ou quand vous avez vu physiquement, vous leur avez parlé, c'est toujours même des amis pour certains, vous dites dans le livre et vous venez de le dire. Est-ce que vous avez conscience qu'on approchait les personnalités des gens? Oui, alors ça c'était le but. C'est-à-dire c'était un objectif à atteindre, et je suis heureux et satisfait en vous écoutant me le dire que cet objectif soit atteint. En fait, ça part d'un podcast. Le livre est la conséquence, c'est pas la cause. Et donc, c'est de la radio. Donc, la radio, là, on fait de la radio. D'abord, on a du temps. Et la radio, c'est des sons. C'est un univers sonore, c'est une ambiance sonore. Et donc, j'avais une double volonté, c'était de ne faire que de la radio. Il n'y a pas de captation d'image. Parfois, on peut associer les deux. Moi, je ne souhaitais pas. Moi, je voulais vraiment que la voix, que la force du discours, presque chimiquement pur, pour avoir un récit, vraiment comme on raconterait une histoire. Et ensuite, je voulais une ambiance sonore, c'est-à-dire que j'ai pris le parti d'aller replonger chacun des interviewés dans des lieux marquants de sa carrière. Et donc, ce sont eux qui ont choisi les lieux, qui étaient des lieux qui évoquaient quelque chose sur le plan professionnel pour eux. Par exemple, Denis Favier, que vous citiez, il me conduit au siège du GIGN. Jean-Luc Fiamangui, on va au 36 quai des Orfèvres. Avec Martine Monteil, on y retourne, mais le lieu, ça peut être le Stade de France, où Sophie Hatt m'y a conduit, parce que le soir du 13 novembre 2015, elle assurait la sécurité du président François Hollande, le soir des attentats, dans ce même Stade de France. C'est là où tout démarre, avec la première explosion aux environs de 21h30 ce vendredi soir. Et donc on va dans des lieux qui sont des lieux marquants. Et
Et en étant dans la radio, avec les sons, sur les lieux où ça s'est passé, en fait, on essaye d'aller au plus près du témoignage, du récit de vie. Et c'était ça l'ambition, effectivement. Oui, sur les lieux, il y a aussi le café Max. Oui, ça c'est Charles Pellegrini qui m'a amené là. Alors justement, on disait tout à l'heure que ça révèle les personnalités, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on a, moi j'ai l'impression qu'il y a par exemple le cow-boy, l'ambitieuse, le bon vivant. On voit vraiment les personnalités. Et il y a un autre truc qui m'a marqué. Vous dites encore dans l'introduction, vous dites que votre découverte de la police nationale a d'abord été celle d'individualité et la gendarmerie nationale c'est le collectif. Ouais. Je trouve que ça se ressent, mais à fond quand on passe de l'interview d'un flic ou d'une policière à l'interview de Dominique Favier. Il y a un changement de ton qui se fait, mais presque violent. Est-ce que vous... Oui, je le vois très bien. En fait, le livre est la retranscription d'entretiens audio, donc le parti pris avec l'éditeur, c'était que si retranscription il y avait, on garde vraiment le phrasé pour qu'on soit au plus proche des mots qui ont été employés. Donc il n'y a pas de reformulation. Moi, je m'y suis opposé. Moi, je voulais que on soit vraiment sur le texte pur de ce qui avait été prononcé, enregistré et diffusé. Et Denis Favier, on est tous le produit de notre formation et de notre histoire personnelle. Il est militaire. Militaire de la gendarmerie, mais il est militaire. Et il n'est pas n'importe quel militaire. Il est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc, il a un phrasé qui est déjà plus militaire. Puis la gendarmerie, c'est pas la police. Alors les missions sont globalement les mêmes, mais la culture n'a rien à voir. Et les armées, c'est le collectif. Évidemment que les armées, c'est le collectif, puisque vous vous rendez compte si sur le champ de bataille, vous avez quelqu'un qui part tout seul mener sa guerre, il est très dangereux celui-là, il faut rester groupé comme les tortues romaines, voilà, on peut pas partir tout seul. Napoléon au pont d'Arcole, c'est sans doute très héroïque et c'est bien pour la peinture du 19e siècle, mais la réalité du terrain, c'est qu'il vaut mieux rester dans une action collective. La police, c'est autre chose. La police, elle évolue en milieu urbain. La PJ, ça peut être parfois un peu solitaire. C'est le règne de la débrouille. Il faut faire un peu tout seul. Et parce qu'il faut faire un peu tout seul, ça vous conduit alors non pas à de l'individualisme, mais à du travail individuel, ce qui est pas la même chose. Et donc la police a fait émerger par la nature de son organisation des personnalités remarquées, ce qui n'est pas le cas de la gendarmerie. Denis Favier, c'est un peu une exception. Il prend beaucoup la lumière parce qu'il réussit, avec évidemment les hommes qui le commandent, une opération spectaculaire, héroïque à Marignane le 26 décembre 1994, ça fait maintenant 30 ans. Et donc il y a un coup de projecteur sur sa personne. Mais hormis lui ou en dehors de lui, il y a très peu de gendarmes qui ont pris la lumière. En police, c'est beaucoup plus fréquent parce que une enquête criminelle, une unité d'intervention, une affaire en particulier va faire que vous allez être reconnu et donc connu. C'est une particularité de la police. Ouais. Oui, et Martine Monteuil le dit dans son interview. Je me souviens plus de la phrase exacte, mais elle dit à un moment donné que qu'elle veut une affaire, qu'elle veut s'occuper d'une affaire, et elle est très elle y va quoi. Et c'est ça que j'appelais tout à l'heure l'ambitieuse entre guillemets, c'est que on sent qu'elle en veut entre guillemets pour dire les choses un peu. Oui. Après, je pense il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le fait que évidemment, si vous épousez ces métiers-là, qui sont les métiers d'une vie, qui sont extrêmement prenants, qui occupent tout l'espace de votre quotidien, vous le faites pleinement, et donc il y a une forme d'adrénaline liée à l'action, liée au fait qu'il se passe quelque chose. Si vous devenez footballeur professionnel, c'est pas pour rester sur le banc, vous allez vouloir aller sur le terrain, c'est naturel. Mais ça, il faut le distinguer de l'ambition personnelle ou de la volonté de se mettre en avant. Martine Monteuil, qui est une femme que j'ai le bonheur de côtoyer assez régulièrement, quelqu'un d'une grande humilité. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a recherché, en tout cas dans la vision que j'en ai, la carrière qu'elle a eue. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs.
Rien ne lui a été épargné. Elle était la première femme en tout. Elle était scrutée, auscultée. Sans parler à sa place, probablement qu'elle se serait passée d'une telle exposition. Et si, ce qui n'est pas arrivé, elle avait dû dévisser à un moment donné, elle était seule, hein. Il n'y avait pas un premier de cordée qui la retenait, hein. C'était la chute libre assurée, hein. Et en cela, oui, elle a un parcours méritant, parce que elle a été première de cordée, d'une cordée de femmes, c'est-à-dire qu'en réussissant ce qu'elle a fait, elle a aussi ouvert la voie à beaucoup de femmes qui se sont dit, mais en fait, c'est possible. On peut être une femme et réussir à la police. Quand Martine Monteil passe le concours de commissaire de police, au-delà du fait qu'elles sont que 4 femmes dans sa promotion au concours externe et que d'en a une qui arrête assez tôt dans la carrière, le slogan pour recruter, c'est la police, un métier d'homme. Oui. Et malgré ça, il fallait un certain courage de dire non, mais moi je veux être policier, je veux y aller. Bon, c'était pas comme aujourd'hui où sur le concours externe de commissaire de police, l'école est d'ailleurs à Saint-Cyr-Mont-d'Or, de pas d'ici, il y a quasiment la parité. On en était très loin à l'époque. Et donc c'est une femme qui est très courageuse et très humble. Il me semble que pour Sophie Hatt, elle dit qu'ils étaient 8, qu'elles étaient 8. Ça avait doublé, oui. Ça avait doublé, ouais. Et pour revenir à Martine Monteil, elle dit une phrase terrible, je trouve, dans le non-dit. Elle dit que on ne l'a pas aidée non plus. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas mis de bâton dans les rues, mais on ne l'a pas aidée non plus. Et c'est bien ce que je vous disais, c'est que elle était auscultée, scrutée, regardée parce qu'elle était la première femme la première femme qui, mais que s'il y avait le moindre coup dur, personne lui tenait la main comme on l'aurait fait un collègue homme. Et c'est en cela que c'était assez injuste, mais elle n'a jamais fait partie des gens qui se sont plaints. En fait, quand vous écoutez son discours, certes, elle était la première femme qui, bien sûr que c'était dur, on lui a rien laissé passer, mais elle ne se plaint de rien. C'est-à-dire, elle a jamais dit, mais je suis une femme, regardez comme c'est dur. Non, elle a fait tout ce que les hommes faisaient, pas moins qu'eux, aussi dur qu'eux, et elle a eu la carrière qu'elle a eue, et en cela c'est très méritant. Elle a jamais mis en avant sa condition féminine pour obtenir un quelconque passe-droit ou un quelconque avantage, bien au contraire. Alors j'avais pas vu ça comme ça, moi j'étais resté sur le côté elle a voulu, elle a eu, mais j'ai pas vu tout le sacrifice que ça suppose en fait. Vous savez, la police judiciaire, c'est extrêmement exigeant sur le plan personnel. Vous voyez peu vos proches, vous voyez peu votre famille, vous vivez avec vos affaires et vos enquêtes. Et encore plus dans ces époques où il n'y avait aucun objet connecté, où les enquêtes se menaient vraiment sur le terrain, vous étiez jamais chez vous. Peu au bureau et jamais chez vous. Vous étiez constamment sur le terrain. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez faire un podcast de portrait, mais je trouve qu'on voit et qu'on comprend aussi le vrai métier de policier et de gendarme, Denis Favier. On n'arrête pas de le citer depuis tout à l'heure. On voit les méthodes d'investigation, on voit le temps que ça prend, on voit que ça bouffe complètement en fait. Mais c'est en introduction du podcast et sur la 4e de couverture du livre, j'ai une formule. Je dis ils partent tôt, ils rentrent tard. En parlant des policiers. Et je crois que ça résume assez bien leur mode de vie. C'est-à-dire que quand vous êtes femme ou mari de policiers, enfants de policiers, surtout quand ils sont en police judiciaire, qu'ils mènent des métiers d'investigation, vous les voyez peu, voire pas. Et en fait, le service des citoyens du pays prend tout l'espace parce qu'il faut sortir des affaires. Vous pouvez pas dire raisonnablement, bon, il y a Guy Georges qui est dans Paris et qui tue et viole des femmes, je pars en vacances. Vous pouvez pas faire ça. C'est inconcevable dans la psychologie de ces personnes. Donc vous vous mettez pleinement au travail. Mais c'est votre vie familiale et personnelle qui évidemment en pâtit. De mémoire, il me semble que Sophie Hatt en parle. Oui. C'est une scène, enfin j'appelle ça une scène, je suis désolé, c'est à force de lire des... Oui, c'est un moment du livre. Ouais. Oui, moi ça m'a donné la chair de poule. Il y a les attentats et elle doit expliquer à ses enfants ce qu'il se passe et pourquoi
mais elle va travailler beaucoup et qu'elle y verra un petit peu moins. Je trouve ça fou. Vous parlez de Sofiat, avant d'assurer la sécurité du président de la République François Hollande, elle a assuré celle du Premier ministre Lionel Jospin. Ça commence là. Elle raconte dans le livre qu'elle passe l'entretien avec Lionel Jospin enceinte, et plutôt sur le dernier trimestre de grossesse que sur le premier. Et que Lionel Jospin lui dit à compétence égale, je préfère une femme, je vous confie cet emploi. L'emploi en question consistant à préparer, à être précurseur de beaucoup de voyages officiels. Donc on est en 1997, une fois encore, il n'y a pas Google, Internet, les ordinateurs, les téléphones avec appareil photo intégré. Il faut se déplacer. Donc vous imaginez avec un nourrisson devoir vous absenter complètement. Parfois pendant des jours entiers, des semaines entières. C'est extrêmement prenant. Et pendant les attentats du 13 novembre 2015, étant en charge de la sécurité du président de la République, elle est très peu présente, pour pas dire totalement absente. Et ses enfants sont devenus des adolescents. Et il faut, comme vous dites, leur expliquer ce qui se passe. Leur expliquer, alors ils savent bien quel est le travail de leur mère, mais en tout cas leur dire quel est le sens de l'absence, quel est le sens de l'engagement, et aussi que ce qui peut se dire à la télévision n'est pas le reflet de la réalité du métier, parce que les attentats du 13 novembre, c'était aussi des moments assez désagréables de mise en cause de l'efficacité de l'action des services de l'État, certains voulant créer des polémiques au motif qu'il y aurait eu des failles et que ceux qui étaient en charge de la sécurité n'auraient pas convenablement protégé le pays. Bon, quand vous êtes enfant de policier, déjà vous voyez pas vos parents, mais en plus vous entendez certains les critiquer, ça peut être très dur. Donc elle dit d'ailleurs, première chose que je fais en rentrant chez moi, je coupe la télé. Mais ouais, en fait, c'est ça que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous dites que c'est des portraits, mais moi je trouve que on comprend le métier en fait de la police et de la gendarmerie, et que deux, on voit l'intime en fait. Vous avez dit dans l'introduction que c'est des questions intimes, mais l'air de rien, en écoutant, enfin les écoutant, en lisant, en écoutant, oui, si vous écoutez le podcast et en lisant, on comprend leur vie intime, quoi. C'est ça les rend vraiment proches, et on se dit mais moi je peux pas faire ça. On est rentré dans l'intime de beaucoup. D'abord ils m'ont laissé rentrer dans cette part d'intimité, ils en ont livré certaines anecdotes, et puis vous savez il y a parfois une part de tragique aussi, d'événements lourds. Denis Favier raconte à la fin du chapitre qui lui est consacré le décès de son fils, qui était devenu officier, comme lui, au GIGN, comme lui, à la force intervention. Son fils marchait sur ses pas, et il est percuté par un accident dans le cadre d'un entraînement. Et c'est extrêmement dur à porter ça, parce que son fils a choisi le métier qu'il a fait, qu'il voulait faire, qu'il aimait faire, mais parce que son père l'avait fait avant lui et qu'il avait vu le faire. Et sur un autre registre très dur, Christophe Paulmy raconte que il perd son meilleur ami au Bataclan, Oui. le soir du 13 novembre 2015, tué par les terroristes, alors même que lui il doit intervenir, et que donc c'est après son intervention qu'il retrouve son ami mort. C'est extrêmement dur. C'est des souvenirs qui sont très lourds, et c'est tellement lourd d'ailleurs que Christophe Paulmy en a fait un livre. Alors c'est un polar, donc parce qu'il écrit des polars, donc c'est librement inspiré de l'histoire de son ami qu'il fait vivre en fait d'une certaine façon. Oui, c'est dans le fond. Et nous, quand on enregistre le podcast, on ne va pas au Bataclan parce que c'est trop lourd, trop difficile. On va dans une librairie pour essayer de décentrer un peu, voilà, l'échange, et éviter que ce soit trop pesant pour lui, parce que ce qu'il a eu à affronter ce soir-là était assez dur, même très dur. Je suis désolé, je ne sais plus si c'est Christophe Paulmy qui dit cette phrase. Il me semble, mais peut-être que je me trompe. Il dit que les événements du Bataclan ne m'ont pas traumatisé, mais ils m'ont marqué à vie. Oui, oui, parce que
D'abord, il doit y intervenir avec ses hommes, il doit conduire un assaut. C'est un assaut, très honnêtement, quand ils partent le mener, ils doivent le mener dans un couloir qui est pas plus large que celui qui se trouve derrière nous, avec 2 hommes armés de Kalachnikov et de gilets explosifs, des otages. Oui, ils sont convaincus que d'abord ils ramènent pas tous les otages vivants, mais qu'en plus il y aura des morts dans leur rang. Il y a toujours une part de chance, il y a une part d'excellence aussi. La BRI est une unité d'excellence, et ils parviennent à ramener tous les otages. Donc déjà ça c'est très lourd, très difficile, parce que même si vous avez la satisfaction d'avoir sauvé les otages, vous voyez aussi des choses effroyables, parce que vous passez par la fameuse fosse du Bataclan, où vous voyez les corps, les victimes. Et en plus, il y a la tragédie dans la tragédie, c'est-à-dire que c'est un attentat de masse, c'est horrible, c'est terrible, et lui en plus perd son ami d'enfance. Et c'est quelque chose, le 13 novembre, qui en a marqué beaucoup de ceux qui étaient en responsabilité. Vous savez, Frédéric Vaux, qui figure parmi les 10 personnes interviewées, qui, au moment où je l'interviewe, était directeur général de la police nationale. Le soir du 13 novembre, il est directeur central adjoint de la police judiciaire. Il est à son bureau et il me raconte, donc il raconte aux auditeurs puis aux lecteurs que vient le moment où vous remonte l'identité des victimes et que avec les noms, les dates de naissance, il arrive à faire des rapprochements familiaux sur des fratries, sur des couples, et que ça lui est tellement insupportable qu'à un moment donné, il se met à pleurer. Parce que c'est dur, et pourtant des choses dures, Dieu sait qu'il en a vu pendant sa carrière. Donc il y a des moments qui sont des moments difficiles pour eux, et qu'ils ont fait le choix de raconter pour montrer aussi ce qu'est ce métier. Vous êtes pleinement humain quand vous êtes policier, mais donc vous êtes plongé dans l'humanité, dans ce qu'elle a de plus heureux, mais aussi de plus horrible, et donc forcément vous restez humain vous-même. Le risque, ce serait de se perdre. Et donc, quand vous êtes confronté à des choses qui sont particulièrement terribles, votre humanité fait que vous ressentez très vivement les émotions. Ça me fait penser, vous leur posez à tous la question, qu'est-ce que vous diriez à un jeune policier ou un jeune gendarme? Ouais, à la fin, ouais. Et ils ont tous grosso modo, c'est la même réponse, allez-y. Allez-y, ouais. Allez-y, vous n'hésitez pas, vous allez apprendre sur vous, sur les autres, etc. Ouais. Et je trouve que le parcours, quand on a lu toutes les interviews, tout ce qu'ils ont vécu de dur, de dire mais non, mais allez-y, ça vaut le coup à cause de l'engagement qui sort. Je trouve ça est beau, émouvant, et je sais que moi, si mon fils il me dit je vais être gendarme et flic, je lui dis non. Oui, mais ils sont de générations différentes. Le doyen, c'est Charles Pellegrini, qui a 87 ans à l'heure où nous on enregistre cette émission. Et je lui souhaite une très longue vie, s'il nous écoute. Ça le fera sourire d'ailleurs d'entendre ça. Et le Benjamin, ou la Benjamine, ça se joue entre Christophe Molmy et Sofiat, qui ont une petite 50aine d'années. Et donc vous voyez l'écart déjà générationnel, et pourtant tous répondent exactement la même chose, c'est allez-y, vivez, éprouvez ce métier, faites. Mais tout en ayant pleinement conscience que le métier se transforme et s'est transformé, mais c'est des gens qui considèrent que il appartient à la jeune génération de se l'approprier et de le faire vivre différemment. On peut citer Ange Mancini, qui est un homme extraordinaire, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est entré très jeune dans la police, presque par hasard, parce que il était chauffeur-livreur pour arrondir les fins de mois. Et il a un accident avec son véhicule devant les locaux de la préfecture de police. Et puis là, il se dit, tiens, en fait, il recrute en regardant une affiche et en échangeant avec un policier. Il se dit, pourquoi pas? Et il rentre comme ça, contractuel, tout en bas de l'échelle hiérarchique. Il finira préfet, coordonnateur national du renseignement, et il servira 2 présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et il a pleinement conscience des évolutions du métier. Il est resté 40 et quelques années dans la police et le corps préfectoral. Mais pour autant, quand il croise un jeune, au-delà du fait qu'il est puissamment charismatique, je l'ai encore vu récemment dans les locaux du RAID parler à des très jeunes policiers du RAID, et qui l'appellent patron d'ailleurs, c'est assez amusant, à plus de 80 ans. Et en fait, il leur dit, mais allez-y, vivez.
éprouvez les choses, expérimentez, appropriez-vous ce métier et faites-en ce que ça deviendra. Voilà. Je trouve que c'est très fort parce que derrière, il y a la prise de conscience que au fond, vous n'êtes que de passage. Vous héritez de quelque chose, vous faites du mieux que vous pouvez dans les circonstances que vous rencontrez, vous passez le témoin à un autre. Ça rend humble. Et c'est la transmission, en fait. C'est la transmission. Ce qui compte, c'est le chemin. Vous prenez votre part du chemin, et d'autres vous succéderont. Ça vous fait comprendre ça? Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit sur la jeunesse. Je trouve aussi que tous, ils ont eu des postes à responsabilité très jeunes. Alors ça dépend lesquels. Ceux qui ont commencé commissaires de police, comme Christian Flech, comme Sofiat, dès la sortie d'école, comme Christophe Molmy, ils ont eu effectivement des responsabilités relativement élevées tôt, mais d'autres ont commencé tout en bas de l'échelle. J'évoquais Ange Mancini, je pourrais parler de Jean-Louis Fiamenghi. Les deux ont commencé vraiment enquêteurs contractuels, vraiment à la base. Donc ils ont connu les métiers de terrain. Et après, seulement par le jeu des concours internes, ils sont devenus commissaires, puis préfets. Ils ont fini tous les deux préfets. Mais ils ont connu la vie des commissariats de quartier, des filatures. Jean-Louis Fiamenghi, il a commencé à la brigade de répression du banditisme à traquer les pickpockets dans le métro parisien. Ouais. Voilà, c'était ça le premier job. Ouais. Mais c'est une école de la vie incroyable parce que ça vous apprend l'instinct de flic, d'essayer de détecter le pickpocket, de voir dans le regard de quelqu'un qui va passer à l'acte, de rentrer dans la grande métro et de vous dire mais en fait qui peut être malveillant ici, et puis après c'est une police du saute dessus, c'est-à-dire qu'après il faut interpeller des gens qui vont évidemment fuir et pas se laisser faire. Oui, donc il dit ouais. qu'il se laisse pas faire. Ah oui, ça va au contact, ça va au contact sans armes. Mais de façon très virile. Il y a un autre point commun dans pas mal d'interviews, c'est la Corse. La Corse revient souvent dans les témoignages des uns et des autres. Comment vous l'expliquez ça ? Alors la Corse revient pour plusieurs raisons. D'abord parce que certains des policiers que j'interviewe y ont servi. Y ont été affectés. Ange Mancini, Jean-Louis Fiamenghi, Sofiat a été en Corse, Frédéric Vaux, bien sûr, il a été même en charge de la police judiciaire là-bas. Donc ça c'est un lieu où ils ont travaillé, où ils ont été mutés. C'est aussi beaucoup lié à une affaire qui traverse différentes personnes interviewées, qui est la recherche d'Yvan Colonna. Parce que l'assassinat du préfet Claude Érignac en février 1998 marque considérablement l'opinion, et il y a un homme en cavale. Là, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la cavale de Mohamed Amra, parce qu'elle a pris fin. Mais si on se replonge 20 années, presque 30 années en arrière, la cavale d'Yvan Colonna, c'est quelque chose. C'est-à-dire que il y a son portrait dans toutes tous les bureaux de poste, les commissariats, gendarmerie, les boulangeries dans les villages, homme armé, dangereux, avec une photo, et les policiers et gendarmes qui le cherchent activement. Tout le monde le cherche. Et donc, c'est une histoire qui est une affaire qui est un peu structurante, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la Corse. Et puis aussi parce que la Corse a une activité criminelle qui lui est propre, et qui fait que beaucoup des grands flics, comme on dit, sont passés par là, ou un autre, parce que le grand banditisme a des liens avec cette île, ou cette île a des liens avec une partie, pas tout, mais une partie du grand banditisme. Et qu'il y a même eu un terrorisme corse, et que donc ceux qui sont interviewés ont parfois eu à le combattre. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on intègre des femmes dans le raid pour la Corse. Pour le raid, oui. Ouais. Alors ça c'est pour d'autres raisons. C'est que la Corse est une île par définition, donc tout se sait, tout se voit. Et alors surtout la Haute-Corse, qui est un département que personnellement j'affectionne énormément, où j'ai énormément de plaisir à me rendre, soit à Bastia ou à Corté. Je trouve ça assez incroyable comme ambiance. Évidemment, tout le monde connaît tout le monde, donc si vous arrivez en tant que fonctionnaire du raid sans être corse, en faisant 2 mètres et plus de 100 kilos de muscles, vous êtes rapidement détronché, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire reconnu. Et donc il fallait pouvoir réaliser l'observation de façon discrète,
Et la meilleure façon de procéder était de se faire passer pour des couples de touristes qui font de la randonnée. Et c'est comme ça que vous pouvez approcher les bergeries. Et donc, pour jouer les faux couples, il fallait des femmes. Et c'est comme ça que les femmes sont arrivées au raid. Mais vous savez, Jean-Luc Femengui le raconte bien, c'était pas évident pour le raid, qui est une unité que j'apprécie énormément, où j'ai toujours plaisir à me rendre. Pour cette unité qui est une unité historiquement d'intervention, en fait, qui est mobilisée quand il y a un forcené, une personne retranchée, une prise d'otage, de se dire qu'elle allait devenir une unité de recherche, même si RAID c'est recherche, hein, R c'est recherche, assistance, intervention, dissuasion, c'est ça que veut dire RAID, mais le R c'est recherche, que le chef Jean-Luc Femengui dise bon, en fait on va faire une opération de recherche, et donc le métier c'est pas faire de la muscu, faire du tir dans l'optique d'avoir à gérer une prise d'otage, ça va être le plus discret possible dans l'optique de retrouver quelqu'un. Bon, ça c'était pas simple à faire accepter, hein, mais ils sont parvenus. Oui, ça me fait penser, alors aucun rapport avec votre livre, mais j'ai un ami qui est militaire et qui m'a raconté que pour une de ses premières OPEX, il y a eu pour la première fois une femme qui les a accompagnés, donc un groupe d'hommes, et que que ça s'était assez mal passé, et que ce n'est qu'à sa deuxième OPEX où la jeune femme a été acceptée parce que elle avait fait ses preuves. Non, là, en tout cas celles qui sont sur cette opération sont globalement bien acceptées, puis là où les femmes prennent une place importante au RAID, c'est aussi à la négociation, hein. C'est une négociation, et notamment une femme en particulier qui n'est pas interviewée dans le livre, qui s'appelle Tatiana Briand, qui a elle-même sorti son propre livre et qui raconte justement ce rôle de femme négociatrice au RAID. Alors avant de lire votre livre Flic Story, des grands flics se racontent aux éditions du Rocher, j'avais comme idée, mais que grand flic, en fait, ça voulait rien dire. Il fallait être là au bon moment, au bon endroit, et qu'il fallait avoir un peu de chance. C'est ce que dit un peu Denis Fally le dit aussi. Charles Pellegrini le dit. Je leur ai posé presque à tous la question. Est-ce que vous diriez que vous êtes un grand flic ? Et tous ont invariablement la même réponse. Ça n'existe pas un grand flic. C'est une construction journalistique. Eux, ils se vivent pas comme tels. Ils considèrent qu'il y a de grandes affaires, oui, et que le fait que eux sont sur des grandes affaires fait que ils peuvent prendre la lumière. Et donc ils prennent la lumière. Moi, j'aime bien la réponse de Denis Favier, je l'avais noté. Il répond à ça: quand on regarde une carrière, on se rend compte souvent que tout est affaire de circonstances. Ouais. Être là au bon moment, prendre la bonne décision, ouais. C'est le seul regard que je porte sur ma carrière. Je n'ai pas du tout le sentiment de relever du mythe. Et oui, vous avez raison, ils disent à peu près tous la même chose. Ils sont très humbles parce qu'ils savent tous, pour avoir été sur le terrain dans des situations difficiles, que ça tient pas toujours à grand chose, et que si ça se passe mal, vous serez pas le grand flic, vous serez celui qui sera tenu pour responsable. Et donc ça les rend forcément très humbles. Ben c'est un peu cette scène du film Match Point de Woody Allen, quoi, la première scène du film, et qui est aussi la dernière. La balle touche le filet, et en fait la grande question c'est de quel côté elle retombe. Du côté qui fait que vous avez le point ou du côté qui fait que vous perdez. Et sur certaines opérations très sensibles, à quoi ça tient ? Une balle qui percute le casque d'un opérateur plutôt que son visage, le fait qu'un arrive à tourner le dos à une grenade et donc être blessé mais pas tué, qu'un otage va pouvoir être abrité comme ceci, qu'un terroriste ou un forcené va se comporter comme cela. Il faut être extrêmement humble parce que ça aurait pu basculer dans l'autre sens. Et donc il faut éviter de tomber dans le triomphalisme. Mais aucun ne tombe dans le triomphalisme. Oui, c'est ça, vous avez raison. Tout le monde est humble, quoi. Oui, mais parce que quand vous avez vécu une grande chose, et fait une grande chose, vous avez plus rien à prouver, donc vous revendiquez pas grand-chose. Moi, je vois un autre point commun, mais je suis pas sûr d'avoir le bon mot pour ce point commun. C'est Christophe Molmy qui m'y a fait penser. Christophe Molmy, il a réussi l'exploit de sauver les derniers otages du Bataclan, en arrêtant les 2 derniers terroristes. Et il dit les artificiers qui nous accompagnaient nous avaient prévenus. Si ça saute, il n'y aura plus rien autour. Soit on entre et tout le monde est soufflé, soit nous avons facilement le dessus sur une personne seule. Un vrai kit au double. Évidemment, tout le monde était volontaire au sein de l'abri pour participer à cette intervention, au sein de la BRI, pardon. Les hommes ont été extraordinaires, mais le temps de préparation n'est pas anodin.
Je trouve que moi ce que je vois là-dedans c'est du courage. Pour eux c'est juste c'est normal. Ouais. Je trouve ça fou de pas voir cet aspect-là de leur. Alors là précisément, il parle de l'hypercachère. Pardon. Et en fait, à l'hypercachère, vous avez un homme qui s'appelle Amédi Koulibaly qui a tué puis pris en otage des clients du magasin, donc tous de confession juive. C'est pour ça qu'il s'est rendu là, parce qu'il y a un fond d'antisémitisme très fort dans sa démarche et il veut tuer des juifs. Et donc un vendredi, jour de Shabbat, 9 janvier 2015, dans un supermarché cachère, il est sûr de pouvoir commettre un crime antisémite. Et non content d'avoir des otages, il a amené des bâtons de dynamite, vous savez, la dynamite de chantier là qui se présentent comme des tubes rouges là, comme on voit dans les dessins animés, dans un sac plastique. Et il s'avère que Amédi Koulibaly avait dit aux otages, de toute façon on va tous mourir, donc ceux qui ont des coups de fil à passer, si vous voulez le faire, faites-le, ça change plus rien maintenant. Et donc il y a une femme qui est otage, qui appelle son mari, et le mari qui tend au téléphone à Christophe Bolmy, et cette femme décrit à Christophe Bolmy depuis l'intérieur de l'hypercachère ce qu'elle voit, et elle lui dit qu'elle voit notamment ce sac rempli de sachets de dynamite. C'est là qu'il échange avec l'artificier, c'est le passage que vous citez, et l'artificier de la BRI lui dit écoutez chef, c'est très simple, soit il ne déclenche pas par aucun dispositif cette dynamite et l'opération se passera, et on aura sans doute le dessus parce que nous sommes plus nombreux et lui est tout seul. Soit il déclenche cette dynamite, il la fait exploser par un dispositif de mise à feu quel qu'il soit, et on est tous morts. Donc en fait, il y a une chance sur deux qu'on ne revienne pas. Et donc Christophe Bolmy, sachant ça, il réunit ses chefs de groupe, leur explique, et chacun parle ensuite à son groupe, et puis chacun passe ses coups de fil à la famille, etc. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand ils partent, il y a une chance sur deux qu'ils ne reviennent jamais. Et pourtant, ils partent tous. Et donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne renoncent pas et qu'ils ne reculent pas ? C'est le sens de la mission. Voilà, ce sont des gens qui vont au bout de la mission. C'est leur honneur, et c'est aussi l'honneur de la France. Mais ils reculent pas, et même ils avancent. Ouais, d'accord, c'est le sens de la mission, quoi. C'est pas du courage, c'est le sens de la mission. Bon, il faut, je pense, une part de courage aussi. Moi, je serais incapable de faire ça. Je l'ai d'ailleurs jamais fait de ma vie. Mais je le comprends quand je leur parle et quand j'échange avec eux, comme étant, oui, une mission à remplir. Et pour eux, c'est inenvisageable de se déjuger et de dire je ne le sens pas, j'y vais pas. Ce qui serait tout à fait honorable et acceptable. Personne n'a signé pour mourir. Oui, la devise, c'est s'engager pour la vie. Ça, c'est celle du GIGN, ouais. GIGN, pardon. Ils disent tous, grosso modo, que le sang, on l'évite, et le leur, c'est celui des criminels et des terroristes, comme le leur, quoi, le sien, celui de... Oui, mais c'est en fait, parfois on dit, notamment dans le débat public, quand certains commandent des affaires de terrorisme, mais pourquoi vous avez pas tué ? Parce que parfois, il n'est pas nécessaire de neutraliser, on peut arrêter vivant, et tant mieux. Ange Mansigny a une très bonne formule à propos d'action directe. Quand en 1987, il va arrêter le commando d'action directe avec le RAID à Vitry-aux-Loges, on dit mais pourquoi vous avez pas tué ? Il répond on n'est pas des tueurs, nous. On est le RAID. Donc c'est pas notre mission. Notre mission c'est d'arrêter et de rendre à la justice. Alors si après les conditions font qu'il n'est pas possible d'interpeller vivant et qu'on est pris à partie et qu'on risque pour notre vie, bien sûr qu'on riposte. Mais en première intention, on vient pas tuer. Et le RAID est aussi animé de cette volonté de préserver la vie, sa devise étant servir sans faillir, et la BRI c'est par le verbe, par le glaive, voilà, comme ça on aurait fait tout, il n'y a pas de jaloux entre les unités d'intervention. Alors je ne suis pas sûr de la citation, je pense que c'est Jean-Louis Fiamenghi qui l'a dit, ou Charles Pellegrini, mais il dit qu'il y a une culture flic, et la culture flic c'est celle du bistrot. Il y a pas mal de références comme ça, d'histoires, où on prend le suspect qui s'avérera coupable, et on le prend avec nous au bar, au bistrot, pour qu'il vienne manger avec nous, entre guillemets avec les inspecteurs. Oui. Alors, ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, ça pourrait sans doute plus se faire. Il y a d'ailleurs une scène qui se passe à Lyon, que raconte Charles Pellegrini, qui a démantelé le gang des Lyonnais, et notamment qui a arrêté le fameux Edmond Vidal, dit Momon Vidal. Et donc, quand il l'arrête, il y a un moment où il lui dit
mais est-ce que, on va manger, on sort manger. Et donc, il mange une andouillette et lui une entrecôte. C'est authentique, hein, dans un bouchon lyonnais. Et en fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut le faire parler hors PV, hors procédure. La conversation d'hommes qu'ils ont à ce moment-là n'engage qu'eux, mais ils se disent des choses qui peuvent être utiles à l'enquête, à d'autres affaires. Chacun sait que après chacun retournera à sa vie, vie de flic, vie de voyou. Mais pour autant, il y a des choses qui peuvent se dire. Et Martine Monteil offre une pizza à Madame Claude. Ouais. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Pour avoir une discussion hors PV. Ouais. C'est beaucoup plus détendu que dans la cellule de garde à vue et vous apprenez aussi plus de choses. Oui, et il y a aussi une histoire où on apprend que Gene Seberg venait faire à manger aux agents dans le commissariat. C'est au commissariat du 7e, ouais, du 7e arrondissement de Paris, ouais. Alors, il y a des témoignages durs qui sont racontés dans Flick Story. Il y a vraiment des témoignages durs, mais il y a aussi des petits moments qui font sourire ou qui font rire, notamment le choix de la première tenue du raid, par exemple, pourquoi ils ont choisi la panthère. Ouais, ça c'est Ange Mancy qui raconte ça. Effectivement, c'est un bleu de chauffe, tenue de CRS où il avait fait coudre raid. Oui. Et effectivement, les tout premiers, les pionniers du raid ne ressemblaient à rien, mais Ange Mancini voulait les flatter tout de même, leur dire vous êtes beaux les mecs. Bon, en fait pas du tout, mais c'était les débuts et cette panthère qui est le symbole du raid. Dans la police judiciaire, le tigre revient souvent parce que les brigades du tigre, et donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour du tigre. Donc ils sont restés sur une logique de félin, mais c'est une panthère qui incarne la force tranquille. C'est-à-dire, si vous avez regardé le logo du raid, c'est une panthère qui est stylisée, qui est empruntée à un motif d'un vase grec. Et en fait, elle est allongée, elle est couchée. C'est un peu la panthère de la marque de peinture de Lux Valentine, quoi. Elle est très stable, cette panthère, et donc elle est empreinte de force, mais elle est pas toute griffe dehors, quoi. Et ça ressemble bien au raid, c'est-à-dire c'est une unité. Il y a un côté presque samouraï, quoi. On sait se battre s'il faut, mais par nature on est calme. Il fait référence aussi à Mitterrand, il dit que Mitterrand est la force tranquille, ouais. Eux, ils ont la panthère tranquille. Et le raid est créé en 1985, François Mitterrand est président de la République, et le slogan La force tranquille, c'est le slogan de la campagne de 1980, ouais. La phrase que je cherchais tout à l'heure, la citation, c'est ça, c'est aussi Ange Mancini qui le dit. Il dit, le raid, c'est resté vivant, pas de sang, ni eux, ni nous. Ouais. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Alors tout à l'heure, je parlais du Café Max, c'est là où l'un de vos interviewés vous emmène, et je me demandais s'il existait toujours ce lieu, parce que ça a l'air vraiment d'être un lieu de roman policier, de polar en fait. Il existe toujours, il est dirigé par maintenant un chef qui s'appelle Frédéric Vardon, qui est normand. On y mange extrêmement bien. Oui, c'est une clientèle. Alors après, c'est dans le 7e arrondissement, c'est pas loin des ministères et notamment des Invalides. Et donc oui, c'est une clientèle très hétéroclite. Il y a des fonctionnaires effectivement du ministère des Armées. Quelques policiers et puis beaucoup de diplomates. C'est vrai qu'il y a il se dit, parce que évidemment il le crie pas sur tous les toits, quelques agents des services. Et c'est un lieu que Charles Pellegrini aime particulièrement. Et la question s'était posée au moment de l'enregistrement du podcast de venir à Lyon d'ailleurs. Et finalement il me confiait que là où il avait vraiment travaillé, et notamment le commissariat qu'il avait côtoyé à la fin des années 1960, il n'en reste plus rien. Et donc lui étant à Lyon, mais à la fin des années 1960, il y a plus grand chose d'époque maintenant. Le plan d'urbanisation de Lyon a fait que beaucoup de choses ont été rasées, reconstruites. Bon. Et donc, il préférait rester à Paris, parce qu'il a aussi beaucoup travaillé à Paris, dans les locaux de l'OCRB, qui est l'ancêtre de l'OCLO, cet office qui a retrouvé et arrêté Mohamed Amra. Et donc, on est allé dans un lieu qui lui est cher à Paris, au Café Max. Alors tout à l'heure, je disais qu'il y avait des moments très durs aussi dans Flick Story, et parmi ces moments très très durs, ce sont les témoignages où on raconte un collègue qui tombe entre guillemets, et moi j'ai l'impression que ces hommes qui tombent, ils sont pas dus à la préparation, de l'intervention, mais juste parce que en face il y a un fou quoi.
Oui, il y a plein de raisons à ça. Alors effectivement, il y a deux des personnes interviewées notamment qui se confient sur la perte de leurs hommes. Il y a Ange Mancini qui parle des deux premiers morts du raid, Christian Caron et Fernand Setter en 1989 ou 90 de mémoire. C'est très dur parce que c'est la première fois que le raid perd des fonctionnaires, et c'est lui qui va faire l'annonce, notamment à la veuve de Christian Caron. Ses enfants évidemment le connaissent, pensent qu'il vient à titre amical, bon, alors que sa veuve comprend immédiatement les raisons de sa venue, et ça c'est un moment qu'il peut pas oublier. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans la grande, le fils de Christian Caron est devenu policier, puis il est rentré au raid et il y a fait une magnifique carrière après son père. Mais ça c'est un moment très dur, et celui qui raconte aussi une scène très poignante, c'est Marc Caliaros, qui est d'ailleurs saisi d'émotion quand il raconte ça, qui lui était commissaire à Mantes-la-Jolie et qui perd un de ses hommes, un officier, sur un forcené, un fou, qui lui tire dessus et qui ne lui laisse absolument aucune chance. Et ça montre évidemment la fragilité de la vie, et puis le fait que c'est un métier d'engagement et qu'à tout moment, ça peut basculer. Ouais. Vous, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a plus marqué qu'un autre, une scène, une histoire ? Bah, disons que c'est difficile de choisir, parce que tous les témoignages sont des témoignages forts. Les 10 sont des gens qui me sont, alors, plus ou moins proches. Je suis pas ami intime de tous, mais c'est des gens que j'estime particulièrement, et je les remercie à travers vous d'avoir accepté d'être interviewé. Donc des moments forts, il y en a, des moments marquants. Il y a des moments qui sont des moments parfois drôles aussi. Quand Martine Monteil me dit je veux, enfin, ce que je dis, bon, vous l'avez enregistré où? Elle me dit chez le Grec. Je dis mais c'est qui le Grec? Et elle me dit en fait c'était un restaurant, c'était le gérant d'un restaurant rue Saint-André-des-Arts dans le 6e arrondissement de Paris. Bon, ce restaurant n'existe plus, j'ai eu un mal de chien à le retrouver, quoi, et donc j'ai dû faire la rue qui est le Grec. Bon, alors ils sont tous grecs, quoi, dans cette rue en plus. Donc c'était pas évident, mais j'y suis parvenu. Donc il y a des anecdotes qui peuvent être des anecdotes un peu marrantes. Mais oui, c'est des moments forts, ouais, et puis de les voir revenir sur des lieux qui les a marqués. Frédéric Vaux, on retourne dans son bureau à la sous-direction antiterroriste. Je pense qu'il n'y était plus revenu depuis un très grand nombre d'années. Et donc ça, on sent son émotion dans sa voix, dans le podcast, à la manière dont il décrit les lieux. Ouais. Et du coup, il y aura une 3e saison ? C'est pas que entre mes mains. Moi, je serais tout à fait d'accord, mais après, il faut que BFM TV me suive dans ce projet, et c'est en cours de discussion. Ouais. Ok, super. Je me posais aussi la question, moi, pour ma part, de comment les campagnes anti-policières, anti-police plutôt, sont perçues par la jeune génération qui s'engage. Est-ce que c'est quelque chose qui affecte la jeune recrue, entre guillemets ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle dans les centres de formation ? Comment c'est perçu tout ça ? D'abord, je veux pas minorer la force de ces attaques et la peine ou les blessures que ces attaques peuvent causer aux policiers, mais je voudrais simplement rappeler que dans l'opinion, la cote de confiance de la police est excellente. Elle est mesurée annuellement au-delà de 70%. Je sais pas qui aujourd'hui en France peut se prévaloir de plus de 70% de confiance. Certainement pas, hélas peut-être, certains dirigeants de la classe politique française. Mais quand plus de 70% des Français vous font confiance, c'est-à-dire quasiment 3 Français sur 4, bon, effectivement que ça peut vous affecter le fait qu'une minorité soit très bruyante. Mais c'est pas parce que certains crient fort qu'ils sont majoritaires. Donc il faut aussi se raccrocher au fait que la très grande majorité des Français aiment leur police, et que il y a un sens de l'engagement pour le pays, pour les autres, et ça se retrouve dans la cote de popularité des Français. À chaque fois que la police est dans une posture d'intervention et de secours, les Français l'aiment.
Après les attentats de janvier 2015, la cote de confiance dans la police monte à 80%. C'est Renaud, le chanteur Renaud, qu'on peut pas créditer d'être particulièrement amoureux de la police, qui chante J'ai embrassé un flic. Donc, on est dans un moment où, vous voyez, la police a été aux côtés des Français et les Français lui rendent bien. Alors je vais vous dire moi ce que je pense et vous me direz vous par votre expérience si vous pensez que j'ai raison ou si c'est une vue de mon esprit. Moi je pense que ça affecte le recrutement de la police et les jeunes recrues comme je disais tout à l'heure. Ils peuvent pas rester évidemment insensibles parce que personne ne reste insensible au fait qu'on vous dénigre dans votre profession, dans votre conviction, dans vos choix de vie. Mais je pense, en tout cas c'est ma conviction profonde, que vous pouvez vous raccrocher au fait que une très grande majorité de Français salue votre action. Enquête d'opinion après enquête d'opinion. Et c'est très important que la police soit défendue par les citoyens, pas par les policiers eux-mêmes. Si la police n'est plus défendue que par les policiers et leurs organisations syndicales, c'est une défaite collective, parce que c'est une police repliée sur elle-même et rabougrie. Et la police, elle est au service des citoyens, donc c'est aux citoyens de la défendre. Et moi, ce dont je me satisfais, c'est que, en dépit des attaques injustes, dont la police peut parfois être l'objet, les Français continuent de la soutenir. Mais attention, ce soutien n'est pas un blanc-seing, ce soutien n'est pas absolu en toutes circonstances, c'est un soutien vigilant. Voilà, il faut que quand des comportements inappropriés sont relevés, ils soient sanctionnés. Il faut vraiment respecter cet équilibre. Ok, merci. On arrive à la fin de l'émission et comme d'habitude, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un livre, un film, une série, ce que vous voulez, ça peut avoir un rapport avec la police ou pas, un conseil? Dans la rue, échanger avec les policiers. Parce que la police, c'est d'abord un outil citoyen. Ça se passe dans la rue, ça se passe en tenue. Alors bien sûr, l'enquêteur judiciaire, il faut aussi de la police, mais c'est la police de contact et c'est un lien de confiance police-population qui se tisse et se renforce tous les jours par l'échange. Et donc il faut pas redouter l'échange. Donc parler, échanger. Ça fait plaisir aux policiers. On l'a vu encore à l'occasion des Jeux Olympiques de l'été passé. Et pour les citoyens, c'est un gage d'assurance, oui. Okay, voilà, super. Mon message. Merci. On va s'arrêter là. Ouais. Merci encore. C'est moi. Merci à vous de votre accueil et de votre écoute. Merci à vous surtout. Ça s'appelle Flic Story, les grands flics se racontent. C'est aux éditions du Rocher. On mettra le lien sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, lanuitdudimanche.fr et radioverse.fr. Nous mettrons aussi le lien vers le podcast originel. Et on se quitte avec Renaud, j'ai embrassé un flic. À bientôt. Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trick. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic.
nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché